Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin le député européen et ancien candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Monsieur Apathy. François Hollande est arrivé à Bagdad ce matin, ce qui est le signe de l'engagement ou de la volonté de la France de s'engager dans la lutte contre l'État islamique. Non, pas de François Hollande, parce que la France, on ne lui a rien demandé. Mais François Hollande dirige la France. Oui, mais il n'est pas légitime pouvoir... dans son action de direction de la France. Non. Il n'a pas le pouvoir. Ben non, je vous réponds. Vous me posez une question, je vous réponds. Oui, il n'a pas le pouvoir monarchique de décider tout seul de la guerre et de la paix. Je vous signale que c'était une des principales prérogatives que notre République, à sa naissance, a voulu s'attribuer, que la guerre et la paix soient décidées par le Parlement. La Constitution. Où et quand a-t-on évoqué le fait qu'il faille intervenir en Irak, bombarder une fois de plus, comme on l'a déjà fait en Libye avec le succès dont on se souvient, ou que l'on distribue des armes aux uns, aux autres, qui ensuite finissent par se retourner contre nous. Donc ce chaos continue, et nous voici maintenant avec François Hollande allant à Bagdad, ce qui ne sert à rien sinon à le mettre en danger, et à engager la France dans une guerre dont personne n'a jamais parlé. Une action militaire contre les djihadistes de l'État islamique ne vous paraîtrait pas légitime? Non, bien sûr. Alors pour deux raisons. D'abord, je vous prie de cesser d'appeler ça l'État islamique. Il n'y a aucun État, il ne s'accommode d'aucune structure. On l'appelle comme ça par commodité, mais... Oui, j'ai compris. Non, comment l'appelleriez-vous? Je ne vous en veux pas à vous, Monsieur Apathy, mais je trouve que c'est désolant de donner un nom qui ne désigne pas correctement la chose. Il s'agit de bandes armées qui participent à une guerre civile. Que fait-on contre ces bandes armées, pour être pratique? Pardon? Que fait-on contre ces bandes armées? Alors, déjà, on commence par s'intéresser à ceux qui les financent et qui devraient prendre la responsabilité de cesser de le faire, c'est-à-dire les monarchies saoudiennes, qataries, avec lesquelles nous entretenons des relations d'une délicieuse courtoisie et à qui nous vendons du matériel et des armes qui apparemment ne servent à rien puisqu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de participer au maintien de l'ordre étatique. Je ne dis même pas de l'ordre religieux, ça n'est pas mon affaire, mais il se trouve que c'est la leur. Eux considèrent qu'il y a un ordre religieux à maintenir et pour cela ils financent ici, là, des organisations qui déstabilisent tous les États. À cela, on ne dit rien depuis le début. Je vous rappelle qu'à la première guerre du Golfe, que je n'ai pas votée, eh bien, on disait que grâce à cette guerre, la démocratie, la paix et la concorde régneraient dorénavant dans cette région du monde. 3 fois, il y a eu des interventions armées, le chaos va croissant. Et maintenant, qu'a-t-on comme idée pour remédier aux problèmes qui se posent? De nouveau bombarder, taper dans le tas, sans tenir aucun compte, premièrement de l'ONU, qui reste encore l'organisation internationale, à mon avis certes imparfaite, mais si ce n'est pas l'ordre international, ce ne peut être que l'ordre du plus violent qui l'emporte. Et l'on va d'un chaos à l'autre. Donc je désapprouve totalement ce qui est en train de se faire. Donc vous avez livré votre opinion sur la visite de François Hollande à Bagdad ce matin. Merci Monsieur Apathy de m'avoir posé la question, parce que pour une fois, je n'ai pas entendu ces simplifications qui consistent à dire si vous n'êtes pas pour la violence et les bombardements, alors c'est que vous êtes pour les autres. Je me souviens, j'étais contre la guerre contre M. Saddam Hussein et du coup, on a dit alors vous êtes pour M. Saddam Hussein. Je vous ai dit que c'était, pas à vous, une absurdité de taper comme on le faisait et d'intervenir de cette manière en Libye. Je l'ai dit de la même manière pour la Syrie. Et qu'est-ce qui a été le résultat? À chaque fois, ceux qui ont appelé à la prudence et à l'intelligence ont été assimilés aux dictateurs. Bien, pour une fois, je vois qu'on redevient sérieux et la géopolitique cesse d'être le Disneyland habituel. Si vous en êtes d'accord, nous allons parler de la situation intérieure, l'économie française. Je voudrais vous faire écouter Manuel Valls qui, à la fin du mois d'août, a expliqué aux militants socialistes présents à La Rochelle les raisons pour lesquelles le gouvernement soutenait les entreprises. Il disait « ce sont les entreprises qui créent des emplois ». Il a été sifflé par des militants socialistes, cela lui a déplu et il a réagi comme cela, Manuel Valls à La Rochelle. Qu'il y ait même quelques sifflets sur l'idée qu'on soutienne les entreprises pour créer la richesse et l'emploi, quel message adressez-vous aux Français ? Quel message adresse-t-on aux Français quand on siffle les entreprises? Je ne sais pas, allez le demander aux socialistes qui sifflent. Moi, je peux vous dire que je pense que ce sont des phrases creuses. Une entreprise, ce n'est pas ses actionnaires. Je parle des très grandes entreprises, car il y a une confusion terrible entre les très grandes entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises, alors que ce sont des univers totalement différents. Est-ce que ce sont les entreprises qui créeront des emplois et nous permettront... Oui, de même que c'est l'air frais qui permet aux... Écoutez-moi, de même que c'est l'air frais qui permet aux oiseaux de voler. Tout ça, ce sont des tautologies qui ne veulent rien dire. Une entreprise, c'est d'abord un collectif humain. C'est donc d'abord de la qualification des travailleurs. Deuxièmement, c'est un produit. Et il y a une interrogation à avoir sur nombre de produits. Mais donc la qualité de ce produit. Enfin, c'est une capacité des moyens de production, humains et matériels, à produire dans des conditions de productivité. Il faut les aider pour réduire le chômage. Alors, bien sûr qu'il faut aider les entreprises,
mais pas les actionnaires. Le plan qu'a proposé M. Hollande, qui consiste à donner 40 milliards sans contrôle, et il s'en vante, aux grands actionnaires du CAC 40. Monsieur Gattaz a dit lui-même, d'ailleurs, cet argent, une partie viendra en dividendes. Donc vous trouvez normal, vous qui m'écoutez, qui protestez contre le niveau des impôts, de penser qu'une partie de vos impôts va se transformer en dividendes pour les capitalistes du CAC 40. Donc, voyez-vous, les 41 milliards, c'est pour l'ensemble des entreprises, je le précise. Oui, mais comme vous le savez, votre coiffeur en profite, monsieur Apathy, si jamais vous allez chez le coiffeur. Eh ben voilà. Enfin, du moins, donc, je ne le pense pas. Voilà. Donc, nous parlons bien des très grandes entreprises qui ont les moyens d'accéder à ces moyens. Eh bien, les mêmes 40 milliards pourraient être occupés à toute autre chose. C'est-à-dire, par exemple, à créer dans un secteur de l'économie française un volant d'entraînement qui, ensuite, irriguerait toute la machine économique. Voilà en quoi consisterait l'aide aux entreprises. Quel pourrait être ce volant? J'en ai proposé un. Je vous ai dit que la mer était la plus grande ressource dont bénéficie notre pays et qu'en développant l'économie de la mer, on relancerait la machine d'une manière écologiquement soutenable. Au lieu de quoi, M. Hollande pratique une politique qui n'a jamais été vraie, qui est celle de l'offre. Alors on aide à produire n'importe quoi, n'importe comment, du moment que ça coûte pas cher. Eh bien ça, ce n'est pas aider les entreprises. C'est au contraire les condamner à une dépendance à l'égard de l'argent public qui n'est pas durable. Pourquoi la gauche à laquelle vous appartenez n'arrive pas à créer quelque chose qui pourrait ressembler à une alternative à François Hollande? Mais pourquoi dites-vous ça? De quoi parlez-vous? Ah oui, mais enfin, à la dernière... Faut pas le nier, ça, hein. Bah, je ne le nie pas, certainement pas. J'en souffre assez et j'y déploie assez d'énergie pour essayer de rassembler. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Mais nous allons y arriver, monsieur Apathy. Comme disait Pierre Dac un jour Non, à la prochaine élection. D'accord. Donc celle qui se présentera, nous tâcherons. Eh bien oui, nous tâcherons de faire bien, et sinon, eh bien nous serons cruellement punis et nous l'aurons mérité. Mais nous allons y arriver, monsieur Apathy, parce que j'y veillerai. Un mot, le retour de Nicolas Sarkozy, annoncé. On dit, tiens, dans quelques jours, il va dire, je reviens. Eh bien, ça, c'est aux gens de droite de dire ce qu'ils en pensent. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le débat politique? Ah bah, de toute façon, des protagonistes combatifs, c'est toujours une bonne nouvelle, parce que c'est le peuple qui devient souverain. Après, la personne de M. Sarkozy, je me garderais bien d'avoir un avis sur le sujet. Ce n'était pas sur la personne que je vous interrogeais, c'était sur la son politique. Retour. Sur son retour. Non, sur son retour, vous avez dit c'est une bonne nouvelle. Mais ça, c'est vous, le journaliste, c'est pas moi à commenter. Moi, je suis un protagoniste. Moi, il arrive, c'est lui, on va le taper. C'est un autre, on le tapera de même. C'est la démocratie, ça. Et alors, une dernière question. Oui. J'espère que ça n'est pas un commentaire que je vous demanderai. La semaine prochaine, les Écossais vont voter pour dire oui ou non au détachement de la Grande-Bretagne. Si vous étiez, vous, Écossais, vous voteriez oui à l'indépendance ou non à l'indépendance? Évidemment, d'abord parce que je suis trop féru d'histoire de France pour ne pas savoir pour que l'Écosse... la Grande-Bretagne. Mais non, l'Écosse est l'allié traditionnel des Français depuis l'Ancien Régime. Deuxièmement, je vous ferai remarquer, monsieur Apathy, méditez sur ce point, qu'un monarque, nous ne parlons pas de la République de Grande-Bretagne, nous parlons de la monarchie, c'est-à-dire du royaume uni. La légende voudrait que les monarques, par leur personne, unifient les territoires et les populations. La démonstration est faite que ce n'est pas vrai. Le monarque espagnol n'y parvient pas, le monarque anglais non plus. Vous qui avez toujours été contre les particularismes bretons ou basques, jamais de la vie, je n'ai jamais été contre les particularismes ni leur culture. Vous, monsieur Apathy, qui êtes engagé dans l'indépendantisme basque, c'est votre affaire. Mais en France, personne ne réclame ce type d'indépendance, car nous sommes une république une et indivisible, unie par l'amour que se portent les patriotes entre eux. Jean-Luc Mélenchon, amoureux de l'Écosse, c'était l'invité d'RTL. Oui, Jean-Luc Mélenchon, qui estime aussi que François Hollande n'est pas légitime à décider de la guerre et de la paix. Merci à tous les deux. Merci. Un entretien à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr. Juste une question, vous irez à la fête de l'UMA ce week-end? Eh bien, bien sûr, j'y vais tout à l'heure. Et j'invite tout le monde à y venir, en particulier pour entendre le discours de Pierre dimanche, et le mien samedi, parce que je parle sur mon stand. C'est la plus grande fête populaire du pays avec la foire du trône. C'est le grand moment de rencontre des gens de gauche. C'est une espèce de congrès général de la gauche à ciel ouvert. C'est Pierre Laurent que vous avez cité. Vous y croiserez aussi Jérôme Kerviel. Mais oui, Jérôme Kerviel vient me voir sur mon stand, enfin le stand du PG, et moi je l'accueillerai avec beaucoup de joie. Je m'étonne que Jérôme Kerviel ait un bracelet électronique et pas Monsieur Cahuzac. À suivre, la météo avec Louis Baudin. Les travailleurs vont être augmentés avec leur propre argent, puisque les cotisations sociales qui ne seront plus payées en cotisations sociales leur seront données en salaire net, c'est ce que j'ai compris. Cette proposition, c'est très exactement celle que faisait Madame Le Pen. C'est la même. Et c'est une mystification, car toutes les cotisations sociales qui ne seront plus payées par le salarié devraient être remboursées par l'État. C'est dans la loi. Quant aux rémunérations des dirigeants,
Monsieur Sarkozy a inventé une soi-disant démocratie capitaliste, c'est-à-dire les grands actionnaires discutent entre eux et comme ces gens participent tous en conseil d'administration croisé, chez les uns et chez les autres, l'Assemblée générale des actionnaires ne vaut pas plus cher, c'est donc une organisation entre eux. Il y a une règle simple, monsieur Sarkozy a appliquée, c'est celle que revendique la Confédération européenne des syndicats. Pas un écart supérieur de 1 à 20 dans une entreprise entre le plus haut salaire et le plus bas salaire. Ça c'est simple, tout le monde comprend, ça se décide en une seule fois et c'est fait tout de suite si vraiment l'intention est de limiter les salaires indécents du haut de la grille. I've got another question. Just tell me, who is to blame for the casualties of February 20? The counter-terrorist unit, which was fulfilling its duty by opening fire on the armed extremists, or those who provided the Maidaners with arms? Those who violated the truce agreement by starting to shoot at unarmed Berkut? This point was well illustrated by Deputy Vadim Kolesnichenko. Суками, с тварями, кадями я не буду принимать участие в парламентском заседании, потому что эти пидорасы несут личную ответственность за то, что они раздали людям боевое оружие. Этих тварей нужно судить, а не вести с ними какие-то переговоры. Бляди, пасынки. И Турчинов, и твари, которые его окружают. По-другому я не могу сказать. Можно без цензуры вот так и писать. Потому что эти бляди начали гражданскую войну. Этот пидор, Кличко, пидорс, этот Турчинов, суки конченые. Я сегодня в 9 часов должен был подойти на площадь Независимости к месту формирования, где находится Севастопольский Беркут. Они мне за 40 минут сообщили, что в них начали стрелять из автоматов. 6 человек наших легло ранеными. Они говорят только одно, что эта сущая власть не выдаст нам оружие. Сколько будут лежать наши ребята, сколько их будут убивать. Когда это может закончиться? И эти пидорасы нам рассказывают, что какие-то снайперы их отстреливают. Этого козла наема, конечно, пидора конченого, нужно просто взять и расстрелять. Рассказ о том, что снайперы на Кабмине ведь сидят. Люди похожие. И Пятый канал. Посмотреть просто негодяи. Посмотрели бы, кто стрелял. Со стороны консерватории, в сторону работников милиции, которые не имеют даже бронежилетов, потому что они пришли для работы по борьбе с массовыми беспорядками. Пидорасов просто нужно уничтожать. Вот это однозначный вопрос. Они здесь кого-то обвиняют. Кровавый режим. Эти суки отвечают за убитых людей. А сейчас эти твари стреляют своих же, непонятно почему, для того, чтобы провоцировать конфликт. И эти негодяи положили начало распада Украины. Теперь будем дальше смотреть, как поступал. Потому что сегодня стоит вопрос о защите уже человеческих жизней. Хрен уже дальше, что получится в этой Украине. Пока эти негодяи будут депутатскими мандатами прикрываться. Что Кличко, что Яценюк, твари конченые, получили в Германии согласие, чтобы начали гражданскую войну. Они еще кровью умоются, эти негодяи. I've shown you just the first half of the events that took place that day. I was able to put this video together from numerous bits and fragments that were available on the part of the media. Didn't the cameraman who took footage make hour-long live coverages? Didn't they shoot continuously? Weren't the eyewitnesses to those events? So why are they putting information out online and showing it on TV just fragmentarily and with no chronology? That's because by tearing footage out of context, they lie to us by showing one thing and not showing the other. They don't want us to know the truth. It is the media that are largely to blame for the fact that thugs and criminals have usurped power in the country today. Luc Mélenchon va vous faire écouter 3 extraits de ce qui fait l'actualité. Premier extrait, c'est parti. Je crois, mes chers amis, que nous pouvons être fiers. J'entends rien. Nos performances ont fait trembler le système. Et je peux vous le dire, il n'a pas fini de trembler. Celle qui fait trembler ou qui veut faire trembler le système, c'est Marine Le Pen.
Now, I actually told people to go along to William Hill's betting shops a week before and make a bet that the no vote would win. The margin, I said, would be very, very close. In actual fact, the margin between the yes and the no was smaller than the number of postal ballots that were made. I think there was something like 650,000 of those postal ballots. Now, if you've got 650,000 postal ballots that can actually weigh up an election, and you've got people like this guy in his official jerkin filling in ballot papers. Right, this is Edinburgh Ward in Scotland, and this is a nice shifty man. He's looking around, is anybody watching me? And he's filling in ballot papers himself. Ballot papers shouldn't be touched by anybody, shouldn't really be written on by anyone apart from the voter. And this guy is obviously filling in ballot papers. And he's looking around himself, and he's got an official jerkin on to show that he's one of the adjudicators. He's looking around, and this is how the vote was fixed in Scotland. Here we have a table supposedly full of no votes, and you can clearly see that at least several of those votes have got crosses in the yes box. That's the ballot paper. You've got a woman in Clackmannanshire, which was the first region in Scotland to return a result, taking yes votes and bundling them with no votes. And the BBC actually reported that Clackmannanshire was the first region to say no. You know, Scotland wants to stay with Buckingham Palace. Scottish people want to have their taxes taken out of their wage packets. If you've got a scam like this, you need to act. You need to take your democratic responsibility seriously. And people were just turning up, we don't know who they were, and you know, they're saying, do you live at such and such a street? Oh yeah, I do, yeah. Could be a lie. And they're just given a ballot paper. There was also more than 600,000 postal ballots. 600,000, I think 640,000, they mark the difference between the yes and the no. So they could have been doctored as well. Did I tell people that the no vote would win? A week before that happened, I told people that it would be a close call, and there were already headlines saying, oh, it's too close to call. This is a scam which I've been monitoring in years gone past. It's happened in Australia when there was a referendum on whether Australia should be an independent nation, which of course it should be, or should it be under the control of Buckingham Palace with the Queen as the monarch, or the King as the monarch. In 1979 there was a devolution vote in Scotland, and we had a situation then in 1979 where people who were dead were receiving ballot papers. And a week before this Scottish independence vote happened, what I said and what I published on Facebook is that the no would win, and it would win by a narrow margin. And riots have broken out on the streets of Glasgow, and a lot of those people on the streets, they knew that this was rigged. Now, who is responsible for rigging this vote? I'm saying right now it's MI5. If MI5, working on behalf of Buckingham Palace, have a problem with me saying that, and I said that a week before the vote even happened, then they can come here and they can question me. They won't do that, because all of these votes are rigged. It's a democratic dictatorship. That's what we're living in, and that's why I call it a scam and a sham.
soutien, s'il vous plaît. Je veux d'abord adresser mon soutien et ma solidarité aux habitants de Rosny et de la Seine-Saint-Denis, touchés par l'explosion et l'effondrement d'un immeuble. Les forces et les services de secours sont mobilisés. L'État, c'est moi. Ces trois éléments combinés laissent penser, Monsieur le Président, qu'une rivalité pourrait s'installer entre vous. Est-ce que c'est envisageable? Si vous regardez la vie politique, tout est envisageable. Si vous regardez Manuel Valls et moi, ce n'est pas envisageable. Parce que j'ai choisi Manuel Valls pour ses qualités, pour son courage, il en a fait preuve, pour son sens de l'État et pour sa loyauté. I don't recall. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune.